Tu n'es pas sûr que la personne avec qui tu sors te voit comme quelqu'un de spécial ou seulement comme une seconde option. T'es-tu déjà senti comme ce plat de seconde table dans la vie de quelqu'un? Tu soupçonnes que cette personne a en réalité quelqu'un d'autre et te garde juste comme son plan B. Aujourd'hui, nous allons parler précisément de cela, de ces messages textes envoyés par une personne qui te voit comme une seconde option. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Nous allons approfondir ces petits comportements et attitudes qui révèlent quand quelqu'un n'est pas réellement engagé avec toi. Nous savons que ces signaux peuvent te troubler et te faire douter de ta valeur pour cette personne, mais nous sommes ici pour t'aider à démasquer ces schémas de comportement qui peuvent passer inaperçus. Cette vidéo ne t'aidera pas seulement à reconnaître quand quelqu'un ne te donne pas la valeur que tu mérites, mais elle t'ouvrira également les yeux sur ce que tu peux faire à ce sujet. Ainsi, tu apprendras à différencier ceux qui cherchent juste une compagnie passagère de ceux qui veulent réellement construire quelque chose avec toi. Reste avec nous jusqu'à la fin car nous te donnerons des outils pour voir au-delà des mots vides. Peu importe combien de fois tu t'es demandé si tu es vraiment une priorité pour cette personne. Aujourd'hui, nous te donnerons les réponses, en commençant par cette première partie. Nous allons approfondir un profil complexe et malheureusement courant dans les relations. Le touriste émotionnel. Ce type de personne ne cherche pas un véritable lien, ni ne prétend construire une relation stable et significative. Au contraire, son but se concentre sur l'obtention d'un bénéfice temporaire, qu'il soit émotionnel, économique ou même physique. Contrairement à quelqu'un d'engagé émotionnellement, le touriste émotionnel s'immerge dans les relations avec un esprit presque de passager, observant superficiellement sans s'intégrer dans les besoins et attentes de son partenaire. Ce type de comportement est marqué par un manque clair de responsabilité affective, où les émotions et les sentiments de l'autre sont considérés comme secondaires, presque comme un décor de fond qui ne mérite pas d'attention. Des psychologues comme Sigmund Freud et Karen Horney ont exploré en profondeur les motivations inconscientes dans les relations où l'un des individus manque d'un lien affectif authentique. Freud soutenait que les personnes avec des carences émotionnelles, au lieu de les travailler, ont tendance à projeter ces insécurités dans leurs relations, utilisant les autres pour combler ces vides sans intention réelle d'établir un engagement. De manière similaire, Horney parlait de l'ombre, un concept qui décrit comment les parties de nous que nous ne voulons pas voir, comme l'irresponsabilité affective ou la désinvolture, émergent dans nos relations de manière destructrice. Le touriste émotionnel est une claire manifestation de cette ombre. Sans développer son empathie, il entre et sort des relations à la recherche de bénéfices personnels. Il est courant de voir le touriste émotionnel utiliser des messages qui ignorent le respect du temps et de l'espace de l'autre. Un message typique serait quelque chose comme « Je veux te voir maintenant, laisse ce que tu fais ». Ce type d'expression ne reflète pas seulement un manque de considération pour l'agenda et les priorités de son partenaire, mais montre aussi comment ce personnage prend le contrôle de la relation depuis une position de pouvoir, où ses désirs prévalent. C'est un signal de quelqu'un qui se sent à l'aise d'exiger de l'attention sans offrir de réciprocité. Ici entre en jeu le concept de responsabilité affective que des psychologues comme Albert Bandura et Carl Rogers soulignent comme fondamental dans toute relation saine. La responsabilité affective implique de prendre soin et de respecter les sentiments de l'autre, quelque chose que le touriste émotionnel évite complètement. Lorsque nous parlons de respect dans une relation, nous parlons d'une volonté active de comprendre les besoins de l'autre. Pour le touriste émotionnel, ces concepts semblent lointains et optionnels dans ces relations. La personne n'est qu'un moyen d'obtenir une gratification momentanée. Bandura mentionne que dans ce type de relation, la valeur de l'autre est réduite à la satisfaction de ses propres besoins sans aucun engagement réel. Autrement dit, si la présence de cette personne ne lui apporte pas un bénéfice immédiat, le touriste émotionnel disparaît ou devient froid et désintéressé. Un autre aspect essentiel du comportement du touriste émotionnel est sa tendance à éviter toute forme de confrontation profonde ou sérieuse. Selon les études de John Bowlby sur l'attachement et l'évitement dans les relations, ce type d'individu présente un comportement d'évitement. Ils ne souhaitent pas approfondir les problèmes car ils savent que cela les obligerait à assumer des engagements qu'ils ne sont simplement pas disposés à prendre. Ainsi, ils restent émotionnellement distants et évitent tout type d'engagement affectif.
Cette attitude, en fait, finit par épuiser émotionnellement la personne qui est vraiment intéressée à construire une relation, et celle-ci peut ressentir confusion, douleur et insécurité à cause du comportement désintéressé de son partenaire. Les signaux et les messages du touriste émotionnel sont également souvent ambigus et superficiels. Dans de nombreux cas, il répond aux messages de son partenaire uniquement quand cela l'arrange et pose rarement des questions sur sa vie personnelle ou sur ce qu'il ressent. Ce type de communication unidirectionnelle reflète un manque d'intérêt authentique et un égoïsme qui place ses propres besoins au centre. Viktor Frankl, psychologue et auteur de la logothérapie, soutenait que lorsque quelqu'un vit exclusivement pour satisfaire des besoins égoïstes, sa vie et ses relations perdent sens et profondeur. Dans ce cas, le touriste émotionnel vit uniquement pour satisfaire son propre plaisir ou intérêt et est incapable de voir au-delà de ses propres désirs. À travers de petits messages et gestes, le touriste émotionnel laisse transparaître une grande incohérence dans ses émotions. Un jour, il peut montrer de l'affection et le lendemain, disparaître sans explication. Cela laisse son partenaire confus et dans l'attente constante de sa prochaine apparition. Daniel Kahneman, dans ses recherches sur le comportement humain, suggère que l'incertitude et le manque de constance génèrent de l'anxiété dans les relations. Lorsque quelqu'un entre et sort d'une relation selon ses désirs, cela crée un environnement d'instabilité qui peut s'avérer émotionnellement épuisant pour son partenaire. Dans des cas plus extrêmes, le touriste émotionnel établit des relations symbiotiques parasitaires. Dans cette dynamique, il ne reçoit pas seulement des bénéfices émotionnels ou économiques, mais se nourrit littéralement de l'énergie et des ressources de son partenaire. Solomon Asch, dans ses études sur l'influence sociale, suggère que dans les relations symbiotiques parasitaires, la personne dominante a tendance à supprimer l'individualité et la force émotionnelle de l'autre. Ainsi, le touriste émotionnel, loin de nourrir la relation, extrait tout ce qu'il peut obtenir, laissant son partenaire épuisé et émotionnellement vidé. Non seulement les messages, mais aussi les actes de ces individus montrent leur désintérêt. S'ils ont un rendez-vous avec leur partenaire et que cela ne leur semble pas excitant ou convenable, ils ont tendance à annuler à la dernière minute, se justifiant par des excuses vagues et peu crédibles. Ce comportement révèle leur manque de respect envers le temps et les émotions de l'autre personne. Des psychologues comme Erich Fromm, dans sa théorie sur l'amour mature, nous avertissent que l'amour véritable doit se fonder sur le respect mutuel et la compréhension, et non sur l'utilisation de l'autre pour obtenir un bénéfice. Le touriste émotionnel parle rarement de l'avenir ou de faire des projets à long terme. Cela s'explique par le fait qu'il ne veut s'engager avec rien ni personne. Selon la théorie de l'attachement de Mary Ainsworth et John Bowlby, ce type de personne a généralement un attachement évitant, une manière de se protéger de liens qui nécessitent un investissement émotionnel. Ils ne veulent ni engagement ni implication, ce qui fait que leur partenaire se retrouve constamment piégé dans l'insécurité et la peur de l'abandon. Les messages, alors, deviennent de plus en plus révélateurs. Si la personne n'écrit que pour demander des faveurs, pour obtenir un bénéfice temporaire ou simplement pour satisfaire son ego, il est clair que cette relation ne lui importe vraiment pas. Dans ses recherches, Carl Rogers a souligné que des relations de qualité se construisent avec empathie et respect, et non avec superficialité et intérêt personnel. Le touriste émotionnel est quelqu'un qui est dans la relation seulement de manière passagère, attendant l'occasion de changer de cap à tout moment, dès qu'une meilleure opportunité se présente. Ce type de comportement est caractéristique tant des hommes que des femmes et n'a rien à voir avec le genre. Il est lié à un manque d'engagement authentique et à une mentalité de passager qui recherche constamment de nouvelles émotions et de meilleures opportunités. Dans ce cas, le touriste émotionnel ne cherche pas à établir un lien stable ni à développer un lien profond, mais simplement à être présent tant qu'il n'y a rien de mieux en vue. Il ne s'implique pas complètement mais maintient une distance émotionnelle et une ouverture à quitter la relation dès qu'une autre alternative, qu'il juge plus excitante ou convenable, se présente. Pour le touriste émotionnel, son partenaire est quelqu'un qui peut être remplacé, quelqu'un qui remplit une fonction tant qu'il n'y a pas d'autre option. Mais au moment où surgira une autre figure qui répondra mieux à ses attentes ou à ses désirs, il n'hésite pas à rendre évidente son intention de changer de cap. La différence avec d'autres types d'attachements ou de désintérêts émotionnels
réside dans le manque de soins et le cynisme avec lesquels il exprime ses intentions. Contrairement à quelqu'un avec un attachement évitant, qui a tendance à agir avec ambiguïté ou à éviter, le touriste émotionnel ne se dérange pas pour cacher ses pensées et ses désirs dès qu'ils commencent à pointer dans une autre direction. Cette situation avec Pedro nous révèle un aspect important. Le touriste émotionnel, dans sa désinhibition, laisse clairement entendre son désintérêt de manière presque désinvolte. Même la froideur ou la légèreté avec laquelle il s'exprime met en évidence un détachement total vis-à-vis du bien-être émotionnel de son partenaire actuel. Pour le touriste émotionnel, la relation actuelle n'est pas un espace sacré ou important. C'est simplement une station transitoire. Dans ce sens, la phrase « J'espère qu'il serait ton père » n'était pas seulement une expression de désir pour une autre personne, mais un message dévastateur et irrespectueux envers son propre partenaire, dans ce cas, Pedro, qui a dû entendre un commentaire pareil, rien de moins qu'en présence d'autres personnes. C'est un exemple parfait de ce qu'on considère comme un manque de respect et un mépris envers la stabilité émotionnelle de son partenaire. Bien que cela puisse souvent sembler évident que l'autre est simplement dans la relation en attendant, parfois la personne affectée choisit d'ignorer ces signes si évidents. C'est là que l'on entend ce dicton connu « Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir ». Souvent, celui qui est victime d'un touriste émotionnel choisit d'ignorer les signaux que son partenaire n'est pas vraiment engagé, s'accrochant à l'espoir que les choses changent. Cependant, les commentaires et les attitudes, comme ceux-ci, sont des messages directs indiquant que l'autre personne ne les voit que comme une seconde option ou comme un moyen temporaire de satisfaire ses besoins. Il est important de noter que ce comportement frivole et désinvolte n'est pas exclusif à un seul genre. Tant les hommes que les femmes peuvent agir en tant que touristes émotionnels et, parfois, ils ne se soucient même pas de cacher leurs intentions. Certains voient simplement leur partenaire comme une ressource temporaire et ne se sentent pas poussés à faire des efforts pour prendre soin de la relation. Souvent, ils laissent des indices clairs à travers des mots et des actions, montrant qu'ils sont disponibles pour une autre opportunité qui pourrait surgir. Dans ce sens, le comportement de l'épouse de Pedro n'est pas un cas isolé, mais un reflet de la manière dont, dans le monde actuel, certaines personnes ont adopté une attitude de remplacement constant dans leur relation. Les touristes émotionnels opèrent selon une logique de désintérêt, se maintenant émotionnellement distants et toujours prêts à changer de cap. Ils ne sont pas intéressés à entretenir des liens profonds et, bien souvent, la partenaire affectée le sait, mais choisit de l'ignorer ou de se convaincre que la relation pourrait aboutir à quelque chose de plus engagé. Cela crée une dynamique de souffrance et de frustration pour celui qui essaie réellement de construire un lien, tandis que le touriste émotionnel continue sa vie, toujours à la recherche de la prochaine nouveauté. Démêlons un profil encore plus complexe du touriste émotionnel en le présentant comme une personne avec un attachement évitant qui tend à éviter l'engagement réel, que ce soit parce qu'il craint d'être blessé ou parce qu'il vit sous l'illusion qu'à un moment donné apparaîtra la partenaire idéale. Le touriste émotionnel se protège dans des relations temporaires sans intention de créer des liens profonds ou à long terme. Cette attitude se résume souvent à la phrase populaire « Profitez des mauvaises personnes en attendant le bon ». Ce type de touriste émotionnel reste donc dans la relation, mais avec l'idée que dès qu'une meilleure opportunité se présente, il n'hésitera pas à partir. Ce comportement d'attachement évitant peut avoir plusieurs raisons sous-jacentes. Dans certains cas, le touriste émotionnel craint de s'ouvrir émotionnellement parce qu'il ne veut pas s'exposer à un possible rejet ou à une douleur. L'évitement de l'engagement devient son mode d'autoprotection, maintenant ainsi une barrière entre lui et son partenaire. Dans d'autres cas, le touriste émotionnel agit comme une sorte de rémora dans une symbiose parasitaire, utilisant son partenaire pour satisfaire des besoins financiers, sociaux ou même émotionnels. Dans ce sens, il n'est pas dans la relation parce qu'il valorise ou souhaite construire une vie ensemble, mais parce qu'il obtient certains avantages tout en attendant quelqu'un qui répondra à ses attentes en matière de partenaire idéal. Ce rôle de rémora est clair dans certains messages qu'un touriste émotionnel peut envoyer, montrant un intérêt très sélectif et égocentrique. Souvent, lorsque le partenaire lui exprime ses besoins ou son désir de porter la relation à un niveau plus sérieux, il répond par des phrases comme « Je ne suis pas prêt pour ça, mais nous pouvons profiter du moment ».
Ce type de réponse n'est pas seulement évasive, mais indique également que sa priorité n'est pas la croissance de la relation, mais son confort et sa commodité personnelle. En même temps, ce manque d'intérêt pour l'engagement se reflète également dans son langage et son attitude, tant dans des conversations privées que dans ses interactions publiques sur les réseaux sociaux. Les messages WhatsApp d'un touriste émotionnel avec un attachement évitant sont des exemples clairs de la manière dont ils minimisent l'importance de leur partenaire et de leur relation. Ils envoient souvent des messages sporadiques ou à des horaires qui leur conviennent, maintenant un ton d'intérêt léger et ne montrant jamais de disponibilité pour discuter de sujets sérieux. Il est courant qu'ils répondent à des messages importants par des monosyllabes ou des phrases comme « Désolé, je suis occupé », maintenant toujours une distance émotionnelle. Il n'est pas rare que lorsqu'ils parlent de projets futurs, ils utilisent des expressions ambiguës comme « on verra » ou « pour l'instant ça va ». Ainsi, ces réponses montrent non seulement leur manque d'intérêt à s'engager, mais ils peuvent également éviter de publier des photos ou des mentions concernant leur partenaire et préfèrent se concentrer sur des contenus généraux ou des sujets qui n'impliquent pas d'engagement personnel. Lorsqu'ils publient quelque chose sur les relations, ils le font de manière ambiguë, avec des phrases comme « Parfois, il vaut mieux être seul » ou « La vie vous mène là où vous devez être », donnant des indices de leur désintérêt sans le déclarer ouvertement. Ils ont également tendance à suivre et à aimer les publications d'autres personnes qu'ils considèrent comme attirantes ou intéressantes, créant un climat d'insécurité chez leur partenaire et laissant en même temps ouverte la possibilité d'attirer quelqu'un d'autre. Un autre comportement caractéristique du touriste émotionnel avec un attachement évitant est qu'il envoie des signaux selon lesquels la relation est purement pratique, surtout lorsqu'il dépend de son partenaire pour des aspects matériels ou émotionnels et maintient sa présence uniquement pour ce bénéfice. Ce sont ces personnes qui gardent des phrases comme « Je suis avec toi parce que tu t'occupes des enfants » ou « Avec toi, ça va », mais seulement jusqu'à ce qu'il apparaisse quelqu'un d'autre. Mais elles n'expriment jamais une intention claire de maintenir la relation à long terme. Ce type de touriste émotionnel peut rester pendant des années juste pour maintenir certains avantages, et au moment où il trouve une meilleure opportunité, il disparaît rapidement sans se retourner. Ces messages et comportements créent une dynamique toxique dans la relation. Le partenaire d'un touriste émotionnel se sent souvent utilisé, comme s'il n'était qu'une ressource exploitée temporairement. L'attachement évitant du touriste émotionnel l'amène à voir son partenaire comme un soutien ou un joker pour remplir ses vides ou ses besoins, en attendant l'arrivée de quelqu'un qui répondra à ses attentes. Cette vision utilitaire se reflète également dans les messages et publications sur les réseaux sociaux, où il est courant qu'il fasse des commentaires sur les photos d'autres personnes, comme « il, elle est beau, belle » ou « un jour, quelqu'un de spécial arrivera dans ma vie ». Ces gestes, bien que indirects, sont des manières de communiquer que leur relation actuelle n'est pas vraiment significative pour eux. Enfin, le touriste émotionnel avec un attachement évitant montre une indifférence envers les besoins de son partenaire, ce qui se manifeste dans ses réactions lorsque le partenaire demande plus de temps ensemble ou exprime ses émotions. Au lieu de s'impliquer ou d'essayer de comprendre, il répond avec froideur ou minimise les préoccupations de l'autre personne. Il peut en venir à dire des choses comme « Je ne vois pas pourquoi tu fais tout ce drame » ou « Je pense que tu exagères ». Ce type de réponse, en plus d'être blessante, est une manifestation claire de son détachement, ce qui signale que le touriste émotionnel ne voit pas son partenaire comme quelqu'un qui mérite son respect ou son investissement émotionnel à long terme. En conclusion, le touriste émotionnel avec un attachement évitant ne cherche pas une connexion véritable ni un engagement significatif. Le partenaire devient une ressource temporaire, quelqu'un qui l'utilise comme soutien tout en continuant à chercher quelque chose de mieux. Ces messages, tant sur WhatsApp que sur les réseaux sociaux, témoignent de cette mentalité. Expressions ambivalentes, phrases méprisantes ou égoïstes et un manque de considération pour les émotions de son partenaire. Avec son style de communication et son manque d'empathie, le touriste émotionnel fait clairement comprendre que la relation actuelle n'est qu'une étape dans sa vie, une situation qu'il pense abandonner dès qu'apparaîtra quelque chose qui l'intéresse davantage. Pour mieux comprendre la nature de la symbiose parasitaire dans les relations de couple, nous pouvons observer le comportement du poisson rémora et de son hôte, généralement un requin ou une autre espèce marine de grande taille.
Dans le règne animal, la rémora se fixe à son hôte grâce à une nageoire dorsale modifiée qui agit comme une ventouse. Ainsi, la rémora bénéficie de se déplacer sans dépenser d'énergie et d'accéder au reste de nourriture du requin sans avoir à chasser. Cependant, le requin, bien qu'il n'obtienne pas de bénéfice direct de cette relation, ne subit pas non plus de préjudice significatif. Ce modèle de symbiose parasitaire sert de métaphore puissante dans les relations où une personne s'attache émotionnellement et matériellement à son partenaire, obtenant des avantages sans véritablement contribuer à la relation. Dans le domaine des relations humaines, le touriste émotionnel, qui se comporte comme une rémora, tire généralement parti de la stabilité émotionnelle, sociale ou économique de son partenaire, mais non pas parce qu'il désire un engagement véritable. Comme l'explique le psychologue ARF dans son œuvre sur l'amour véritable exige soin et responsabilité, mais le touriste émotionnel manque de ces caractéristiques, car il ne prend que ce dont il a besoin sans rien donner en retour. Ici, le touriste émotionnel agit comme une rémora humaine, incapable de construire une relation de réciprocité, son intérêt étant unidirectionnel et éphémère. Il est important de souligner que le comportement du touriste émotionnel ne doit pas être perçu comme intrinsèquement négatif. Beaucoup de personnes traversent des phases où elles ne recherchent pas d'engagement sérieux ou durable, que ce soit parce qu'elles sont dans une phase de découverte de soi, confrontées à des blessures émotionnelles ou tout simplement parce qu'elles ne ressentent pas le désir d'approfondir une relation. Le véritable problème survient lorsque ce touriste émotionnel ne communique pas clairement ses intentions et permet à l'autre personne de supposer ou d'attendre quelque chose qui ne viendra jamais. Ainsi, ce qui pourrait être une relation légère et mutuellement consentie devient une expérience douloureuse, remplie de confusion et de malentendus. Encourager le dialogue et la clarté dès le début est l'un des outils les plus puissants que vous pouvez utiliser. Imaginez à quel point il serait utile d'ouvrir une conversation honnête avec quelqu'un que vous soupçonnez d'être un touriste émotionnel, en lui demandant directement « Qu'avons-nous ici ? Allons-nous construire quelque chose de profond et à long terme, ou souhaitez-vous simplement quelque chose de passager et d'éphémère ?» En exprimant ces questions de manière ouverte et honnête, des opportunités se créent pour établir des attentes claires et, dans le meilleur des cas, éviter les déceptions. Cela favorise non seulement une communication saine, mais permet également aux deux parties de décider si elles sont alignées ou non dans leurs désirs et leurs objectifs. Lorsque les deux acceptent la nature temporaire de la relation, un espace se crée où aucun des deux ne se sent trompé, car ils savent dès le départ quelles sont les limites et les attentes de la connexion. C'est un acte de respect et de responsabilité affective. En effet, le psychologue Carl Rogers souligne l'importance de la congruence dans tout type de lien humain. Agir en cohérence avec ses propres pensées et émotions aide à construire des relations authentiques, même si celles-ci ne sont pas permanentes. De plus, le psychologue Abraham Maslow suggère que la clarté dans les relations contribue à satisfaire nos besoins de sécurité et d'appartenance, évitant frustration et ressentiment. Avec cette compréhension, la porte s'ouvre pour que la relation, qu'elle soit courte ou longue, se développe sans manipulation ni jeu, où les deux personnes peuvent se sentir émotionnellement en sécurité et satisfaites. Maintenant, avec cette perspective, nous allons nous plonger dans une histoire qui illustre ces principes dans la vie réelle et qui t'aidera à voir comment appliquer ces conseils dans ton propre contexte. Prépare-toi, car cette histoire te montrera l'impact d'établir des limites et des attentes claires. Sous un ciel nuageux, avec un vent léger portant l'arôme de la terre mouillée, Sophia marchait rapidement dans les rues de sa ville juste après une légère averse. Les rues du centre montraient encore des flaques d'eau, reflétant les tons gris et marrons des vieux bâtiments, leur donnant une touche nostalgique propre à son cher pays en Amérique latine. Elle avait convenu de retrouver Mathias dans un café où il n'était allé qu'une seule fois auparavant, un petit endroit accueillant avec des tables en bois usées et des lumières chaleureuses qui lui donnaient une atmosphère bohème. Bien qu'elle fût excitée, une inquiétude l'assaillit, une sensation qui avait grandi dans sa poitrine pendant des mois. En arrivant, elle le vit l'attendre à une des tables près de la fenêtre. Mathias avait cet air insouciant qui l'avait toujours fasciné, avec sa chemise légèrement froissée et son regard distrait, alors qu'il consultait son téléphone. Elle s'approcha et il leva les yeux, esquissant un sourire bref. « Salut, Sophie », dit-il,
se levant pour lui donner un rapide câlin un peu froid. « Salut Mathias !» répondit-elle avec plus d'enthousiasme, essayant de contenir son désir de le serrer fort dans ses bras. Ils prirent place et à peine avaient-ils échangé quelques mots que le téléphone de Mathias vibra. Il le consulta immédiatement, souriant en voyant le message. « Désolé, c'est du travail », dit-il sans la regarder tout en tapant une réponse rapide. Sofia baissa le regard, dissimulant sa déception. Pendant les minutes suivantes, Mathias maintient son attention divisée entre elle et son téléphone. Il parlait de sujets futiles, mais Sofia avait l'impression qu'il n'était là que physiquement, tandis que son esprit errait ailleurs. « Comment s'est passée ta semaine ?» demanda-t-elle, essayant de briser la glace, souhaitant qu'il montre plus d'intérêt. « Bien, bien, la routine », répondit-il d'un ton désinvolte avant de retourner son regard vers son téléphone. Sofia tenta de rester positive, bien qu'une partie d'elle se sentit ignorée. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir que quelque chose n'allait pas, que Mathias n'était pas réellement engagé. Elle essayait de comprendre ses signaux, mais chaque tentative semblait juste remplir ses pensées de plus de questions sans réponse. Quelques semaines plus tard, Mathias l'invita à une réunion d'amis dans un bar au sud de la ville. La nuit était chaude, et l'endroit était rempli de lumières colorées qui décoraient les murs et de musique vibrante résonnant dans chaque recoin. Sofia s'était préparée avec soin, espérant que peut-être cette nuit-là, il la regarderait d'une manière différente, que quelque chose changerait. Mais quand elle arriva, Mathias ne remarqua à peine sa présence. Elle observa comment il saluait chaleureusement tous ses amis avec des câlins et des rires. Quand ce fut finalement son tour, le salut se résuma à un rapide bisou sur la joue, sans aucune trace d'affection. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Sofia réalisait que Mathias à peine la regardait, distrait par les conversations avec les autres. « Mathias, je vais chercher à boire. Je te prends quelque chose ?» Comprenant placement, lui demanda-t-elle, espérant capter son attention. « Oh non, ne t'inquiète pas. En fait, je crois que je vais déjà partir. J'ai quelque chose de prévu demain matin, » dit-il sans y accorder beaucoup d'importance. Sofia sentit son cœur se serrer, mais elle feignit un sourire, se disant qu'elle s'imaginait peut-être des choses. Cependant, chaque détail la faisait se sentir comme une pièce de fond, une option qu'il prenait seulement quand il n'y avait rien de plus excitant. Après cette nuit, les messages de Mathias commencèrent à arriver à des heures tardives, presque toujours après 22 heures, quand il semblait avoir épuisé toutes ses autres options. Sofia remarquait un schéma. Quand elle le contactait pour se voir dans un café ou dans des endroits où ils pouvaient discuter, il était rarement disponible. Mais quand c'était lui qui prenait l'initiative des plans, il se limitait toujours à des rencontres improvisées ou des sorties décontractées, sans but au-delà de passer le temps. Un après-midi, Sofia décida de lui écrire, espérant savoir s'il pourrait recevoir le week-end. « Mathias, que dirais-tu de sortir dîner samedi ?»« Zrenia » écrivit-elle, attendant avec une certaine anxiété sa réponse. Quelques minutes passèrent avant qu'elle ne voie qu'il avait lu le message, mais la réponse tarda à arriver. « Samedi, je serai occupé, mais je t'avertirai si j'ai un moment libre après 10 heures, » répondit-il, sans ajouter plus. Sofia sentit un vide dans son estomac. La réponse non seulement la laissait en attente, mais montrait aussi un total manque de considération. Il ne la recherchait que lorsqu'il avait du temps libre, quand il n'y avait rien de plus intéressant à faire. Malgré la déception, elle décida d'ignorer son malaise, se convainquant qu'elle ne devait pas être si exigeante. Un soir de vendredi, il lui envoya un message inattendu. « Que fais-tu maintenant ?» La question lui procura un mélange d'émotions. D'un côté, elle était heureuse d'avoir de ses nouvelles, mais en même temps, elle savait que ce n'était pas une véritable invitation, mais plutôt une proposition décontractée. Elle hésita quelques secondes avant de répondre, mais son désir d'être avec lui était plus fort. « Rien d'important. »« As-tu des plans ?» répondit-elle, essayant de paraître détachée. « Viens chez moi, j'ai un peu de vin. Nous pouvons regarder un film, » lui écrivit-il, comme si c'était quelque chose sans importance. Elle accepta, bien qu'au fond, elle sente qu'il la voyait comme une option secondaire, quelqu'un qui était prêt à venir quand il n'avait pas d'autre projet. Elle arriva chez lui, et bien que la soirée fût agréable, Sofia ne pouvait pas se défaire de la sensation d'être juste un divertissement momentané pour lui. Le matin du samedi se présentait brillant et chaud.
Le soleil illuminait la ville avec une intensité qui contrastait avec l'humeur de Sofia, qui venait d'arriver dans un café pour retrouver ses amis. Elles avaient insisté sur le fait qu'elles devaient se revoir, car depuis qu'elle était dans cette relation avec Mathias, leurs rencontres étaient devenues sporadiques. En la voyant arriver, ses amis lui firent des sourires chaleureux, bien qu'elle remarquât quelque chose dans leur regard, une sorte de préoccupation contenue qu'elle s'efforçait de dissimuler. « Sofia, enfin nous te voyons. Je pensais que Mathias t'avait kidnappé, » plaisanta Valeria, essayant d'alléger l'atmosphère tout en lui donnant une accolade. Sofia sourit, bien que la blague lui ait causé un léger malaise. Elle savait qu'au fond, ses amis avaient des doutes sur sa relation, mais elle était déterminée à ne pas y attacher trop d'importance. « Ne soyez pas exagérées, les filles. Je n'ai été qu'un peu occupée. Vous savez comment c'est le travail, » se défendit-elle, s'installant sur sa chaise pendant qu'elle discutait. Valeria et Camilla partageaient des anecdotes et des nouvelles sur leur propre vie. Cependant, chaque fois que la conversation tournait autour de Mathias, Sofia remarquait que ses amis échangeaient des regards mal à l'aise. Finalement, Valeria rompit le silence. « Sofia, je ne veux pas paraître la copine curieuse, mais ça va avec Mathias ?» demanda-t-elle d'un ton prudent. « De l'extérieur, il semble qu'il ne te prend pas au sérieux. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Zrenia » répondit Sofia, se sentant un peu sur la défensive. Camilla soupira, regardant Valeria comme si elle demandait la permission de parler. « Écoute, Sofia, nous ne voulons pas juger, mais nous avons remarqué qu'il ne t'écrit que lorsqu'il vient. C'est comme si tu étais seulement disponible quand il n'a rien de mieux à faire. » Sofia ressentit une douleur dans la poitrine, mais elle se hâta de défendre Mathias. « C'est qu'il est très occupé, les filles. Il n'a pas toujours le temps, et je ne veux pas non plus être sur son dos tout le temps. Je préfère lui laisser de l'espace. » Valeria acquiesça, bien qu'elle ne semblât pas convaincue. « Mais une chose est de donner de l'espace, et une autre est qu'il te cherche seulement quand il n'a pas d'autre projet. Ne te fâche pas, mais il semble que pour lui, tu es comme une seconde option. » Les mots résonnèrent dans sa tête. Bien qu'elle essayât de les ignorer, elle se sentit attaquée, comme si elle ne comprenait pas à quel point la relation qu'elle partageait avec Mathias était spéciale. Elle décida donc de changer de sujet, évitant l'inconfort qu'elle ressentait en faisant face à cette vérité qu'elle avait tenté d'éviter. Malgré qu'elle tenta de mettre de côté le commentaire de ses amis, les paroles de Valeria continuaient de résonner dans son esprit. Elle commença à voir ses messages avec Mathias d'un autre œil, observant qu'en réalité, il se souciait rarement de ses sentiments ou de ses besoins. Cependant, au lieu de faire face à cette vérité, Sofia préféra se convaincre que ses amis exagéraient. Quelques jours plus tard, alors qu'elle parcourait les réseaux sociaux, elle remarqua que Mathias avait publié des photos lors d'une sortie avec des amis. Sofia n'avait pas été invitée. Elle n'avait même pas eu vent de ses projets. Elle tenta d'ignorer le sentiment d'exclusion, se disant qu'il ne voulait probablement pas qu'elle se sente obligée d'y aller, mais une partie d'elle commençait à se sentir de plus en plus insécure. Juste à ce moment-là, elle reçoit un message de Valeria. « Tu l'as vu ?» disait le message accompagné de la capture d'écran de la publication de Mathias. Sofia a essayé de l'ignorer. Elle ne voulait pas parler de ce sujet avec ses amis, car chaque conversation semblait aggraver son insécurité. Elle a ignoré le message de Valeria, laissant le silence parler pour elle. Au fond d'elle, elle préférait garder l'idée que tout allait bien, et que ses amis ne comprenaient tout simplement pas la relation spéciale qu'elle avait avec Mathias. Les semaines passèrent, et la distance entre Sofia et ses amis s'accentua. Chaque fois qu'elles essayaient d'aborder le sujet de Mathias, elles s'éloignaient, comme si devoir affronter leurs paroles signifiait accepter une réalité qu'elle n'était pas prête à voir. Dans son esprit, elle préférait penser qu'elle se trompait, que la relation avec Mathias avait une signification profonde que ses amis ne pouvaient comprendre. Mais les comportements de Mathias restaient un peu les mêmes, lui prêtant attention seulement quand cela l'arrangeait. Chaque fois qu'il la contactait, c'était de manière décontractée, sans engagement ni véritable intérêt. Un vendredi soir, lorsque Mathias lui envoya un message pour la voir, elle accepta immédiatement, même si elle savait qu'il ne la cherchait que lors de ses moments de loisir. À son arrivée dans son appartement, elle tenta de lui demander s'ils pouvaient faire quelque chose ensemble le week-end, mais il évita le sujet, changeant rapidement de conversation. « Ça ne te dirait pas de sortir quelque part dimanche ?»
lui demanda Sofia, essayant de paraître détachée. Mathias haussait les épaules et répondit sans enthousiasme « Je vais voir si j'ai le temps, mais je ne te promets rien. J'ai beaucoup de choses à faire », dit-il presque sans la regarder. Sofia força un sourire, essayant de ne pas montrer sa déception. Bien que chaque acte et chaque mot de lui montrait qu'il ne la valorisait pas, elle s'accrochait à l'espoir qu'un jour tout changerait. La semaine suivante, alors qu'elle marchait seule dans les rues de la ville, la solitude commença à peser. Ses amis lui parlèrent de moins en moins, et Mathias demeurait une présence distante et inaccessible dans sa vie. Mais au lieu d'accepter les avertissements et les conseils qu'on lui avait donnés, Sofia choisit le silence, s'accrochant à l'idée qu'avec le temps, il pourrait la valoriser comme elle le désirait. Ainsi, le cycle continua, avec Sofia ignorant les messages et les signaux que Mathias envoyait, s'accrochant à une relation qui, à tout point de vue, la plaçait en second plan. C'était une nuit chaude et étouffante dans la ville. Sofia marchait anxieusement dans son appartement, repassant mentalement ce qu'elle avait préparé pour parler à Mathias. Elle avait passé des nuits entières à réfléchir, à douter, et ensuite à se donner du courage pour le confronter, pour lui faire comprendre combien il comptait pour elle et combien elle attendait de lui. Elle savait que cette nuit marquerait un tournant. Elle se regarda dans le miroir, respira profondément et décida que, quoi qu'il arrive, au moins elle sortirait de là sans le lourd fardeau de toutes ces paroles non dites. Lorsque Mathias arriva enfin, il avait cette attitude décontractée et désinvolte qui la troublait tant. Pour lui, c'était juste une autre visite, et cela se voyait dans son regard, sans le moindre semblant d'empathie ou de curiosité pour ce qu'elle était sur le point de lui dire. « Mathias, je veux te parler de quelque chose d'important », lui dit-elle, essayant de garder son calme. Il s'assit sur le canapé, un peu fatigué et sans la regarder directement. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, comme s'il ne voulait vraiment pas entendre la réponse. Sofia prit une profonde inspiration, se préparant à ouvrir son cœur. « Écoute, j'attends depuis longtemps que ça avance, que nous prenions cette relation au sérieux. Je ne veux plus jouer. Je veux construire quelque chose à long terme. Je veux penser à un projet de vie, à une famille, à des enfants. » Lâcha-t-elle avec un mélange d'espoir et de nervosité dans ses paroles. Mathias la regarda en silence, sans même cligner des yeux. Quand il parla enfin, sa voix avait un ton froid et calculateur, comme s'il évaluait sa valeur. « Sofia, je pense que tu devrais revoir tes attentes. Tu vises trop haut pour la classe de femme que tu es. » Le coup fut si direct et brutal que Sofia sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Les mots de Mathias résonnèrent dans sa tête encore et encore, comme un écho implacable qui ne laissait place à aucune autre émotion que la douleur. Elle sentit la colère monter en elle depuis l'estomac, et l'humiliation qu'elle avait ressentie pendant si longtemps se transforma en une sorte d'énergie froide et puissante. Sans réfléchir, sans mesurer les conséquences, Sofia leva la main et lui donna une gifle qui résonna dans toute la pièce. Ce fut un instant bref, mais pour elle, cela ressemblait à la libération d'années de frustration et de nuits entières. De doutes, de jours où il l'avait ignorée, de toutes ces fois où il avait négligé ses sentiments. Mathias, surpris, resta silencieux, se portant une main à la joue, sans comprendre tout à fait la réaction de Sofia. Mais il ne s'excusa pas, il ne montra pas la moindre parcelle de remords, son silence en disait long. Il n'y avait ni remords, ni honte sur son visage. Pour lui, Sofia n'était rien de plus qu'une personne avec qui passer le temps, une femme facile, comme il l'avait lui-même insinué. Sofia resta là, immobile, le regardant avec un mélange de colère et de déception. C'est à cet instant qu'elle comprit, avec une clarté écrasante, la réalité de ce qu'elle avait toujours été pour lui. Une seconde option, quelqu'un qu'il pouvait mépriser sans réserve. Mathias la voyait comme une femme de seconde zone, quelqu'un sans la dignité suffisante pour aspirer à quelque chose de plus que son mépris déguisé en compagnie occasionnelle. « Je ne peux pas croire que je me sois trompée sur moi-même pendant si longtemps », murmura Sofia, presque sans réaliser qu'elle parlait à voix haute. Tout au long de leur relation, elle avait permis qu'il la traite comme une subordonnée, quelqu'un qui devait gagner son attention et son respect, juste pour recevoir en retour des miettes d'affection. Elle avait été aveugle par l'espoir qu'éventuellement, il la verrait comme quelque chose de plus. Mais cette gifle qu'il lui avait donnée
bien qu'elle ait jailli de sa douleur et de sa colère, fut aussi le coup qui l'éveilla de son propre mensonge. Mathias, cependant, resta sur sa position, la regardant comme si c'était elle qui avait tort, comme s'il était ridicule d'aspirer à quelque chose de plus. « Vraiment, Sophia, regarde-toi. As-tu pensé que je pouvais te donner tout ce que tu veux ?» lui dit-il avec une froideur déchirante. Ces dernières paroles furent le clou qui scella son destin. Sophia réalisa, à cet instant précis, qu'elle avait permis chaque mépris, chaque dédain, chaque mensonge qu'il lui avait lancé comme une sorte de poison lent. Elle avait accepté d'être une option, une alternative facile et pratique pour lui, parce qu'au fond, elle-même ne savait pas reconnaître sa propre valeur. « Je ne peux pas croire qu'un jour j'ai pensé que tu te souciais de moi », dit-elle d'une voix tremblante, sentant que chaque mot la libérait un peu plus de ce cauchemar dans lequel elle s'était plongée. Avec un dernier regard, elle se retourna et quitta cet endroit, laissant derrière elle l'image de la femme soumise et abnégée qu'elle avait été avec lui. Et bien qu'elle ressentit une profonde douleur, quelque chose en elle commençait à guérir. Elle avait touché le fond, oui, mais dans ce même fond, elle trouva la vérité qu'il lui avait tant coûté d'accepter. Le respect de soi ne pouvait venir de quelqu'un comme Mathias, mais d'elle-même. L'analyse de l'histoire de Sophia révèle un réseau de comportements et de schémas émotionnels que beaucoup négligent dans leurs relations. Elle-même, comme c'est le cas dans de nombreuses situations, fut victime d'une escroquerie émotionnelle où elle hypothéqua ses sentiments dans l'espoir que son dévouement, sa patience et son amour seraient finalement valorisés. Cependant, derrière les mots et les promesses ambiguës de Mathias se cachait la dure réalité. Il ne la considérait pas comme une égale, mais comme une subordonnée, quelqu'un qui était là pour satisfaire ses besoins sans qu'il ressente le moindre engagement de réciprocité. Du point de vue de la psychologie, Erich Fromm définit l'amour comme un acte de don où les deux parties se respectent et s'apprécient mutuellement. Dans le cas d'un touriste émotionnel comme Mathias, ce lien authentique n'existe pas. Mathias montre un attachement évitant, une tendance à s'impliquer superficiellement dans les relations sans vraiment s'engager. Selon Mary Ainsworth, l'une des pionnières dans l'étude de l'attachement, ce type de personnes voit souvent leurs partenaires comme des objets destinés à satisfaire leurs besoins temporaires, sans reconnaître en eux quelqu'un avec des sentiments profonds. Ce concept correspond parfaitement à ce que Mathias représentait pour Sophia, une présence qui n'était disponible que lorsque cela l'arrangeait, sans prendre en compte l'impact émotionnel que ses actions avaient sur elle. Walter Rizzo nous rappelle que dans une relation saine, les deux parties doivent se voir comme des égales, sans subordination ni hiérarchie. Sophia, dans son désespoir d'être aimée et valorisée, se soumit émotionnellement à Mathias, devenant quelqu'un de prêt à tolérer son indifférence et son dédain au lieu de le confronter depuis un lieu d'égalité. Elle-même s'est auto-silenciée, hypothéquant son estime de soi et son respect propre dans un effort infructueux pour gagner le respect de quelqu'un qui, depuis le début, ne l'a jamais valorisée comme une partenaire d'égal à égal. C'est le noyau des relations de seconde main. Le touriste émotionnel comme Mathias ne voit pas sa partenaire comme un être indépendant et précieux, mais comme une extension de ses propres désirs et besoins. Pour les psychologues qui étudient les relations abusives, le concept de cosification est crucial. En ne voyant pas Sophia comme une personne complète, Mathias la traitait comme si elle était un objet émotionnel dont le but était de satisfaire ses désirs et émotions sans la moindre considération pour ses besoins affectifs. Ce comportement incarne ce que l'on appelle, en termes psychologiques, la symbiose parasitaire, où l'un des membres de la relation absorbe ce dont il a besoin de sa partenaire sans rien offrir en retour. Selon le psychanalyste John Bowlby, le manque de réciprocité dans l'attachement cause des dommages profonds, car ceux qui sont dans des relations unilatérales finissent par absorber toutes les carences et vides que l'autre ne comble pas. Rolando Goicoechea, dans ses études sur les relations, affirme qu'il est fondamental pour une relation que les deux parties se perçoivent avec respect mutuel et valeur. En effet, toute relation dans laquelle l'un se soumet aux exigences de l'autre sans rien recevoir en retour est une fraude émotionnelle qui sape la dignité. Goicoechea souligne qu'il n'y a pas de relation saine sans respect mutuel. Si tu te sens dans une position inférieure, c'est que cette personne n'est pas en train de partager une relation avec toi, mais d'imposer sa volonté.
Cette affirmation met en évidence la douloureuse réalité de Sofia, qui a cru, si longtemps, que son engagement et sa patience lui gagneraient finalement l'amour de Mathias, sans se rendre compte qu'il ne l'a jamais vu comme quelqu'un digne de son respect. Selon la perspective de la théorie de la personnalité, Carl Rogers affirme que l'amour inconditionnel est un facteur clé pour le développement d'une relation authentique. Le problème survient lorsque l'une des parties, comme dans le cas de Mathias, impose des conditions ou limite l'amour à une simple transaction émotionnelle dans laquelle elle reçoit de l'affection et de la dévotion, mais n'est pas prête à offrir la même chose. Sofia est tombée dans un piège émotionnel en ignorant ces signaux, hypnotisée par l'illusion que sa persistance et son sacrifice seraient suffisants pour gagner l'amour qu'elle désirait tant. Son cas met également en lumière ce qu'Abraham Maslow qualifie de besoin d'appartenance. Dans sa quête de validation, elle a ignoré son besoin d'auto-réalisation et de respect propre, concentrant toute son énergie sur quelqu'un qui, au final, ne l'a jamais vu comme un être égal. Cela n'a pas seulement exposé ses vulnérabilités, mais lui a aussi montré comment son besoin d'être aimé et accepté l'a conduite à sacrifier des parties essentielles de son être. C'est une leçon douloureuse que beaucoup doivent apprendre en se confrontant à la réalité d'un touriste émotionnel. L'absence d'un projet de vie ou d'un centre essentiel dans la vie de Sofia a été l'un des facteurs qui lui ont permis d'être manipulée si facilement par Mathias. Viktor Frankl mentionne, dans ses études sur la quête de sens, qu'une personne sans but propre est plus encline à tomber dans des relations destructrices, car elle dépose sa valeur dans l'approbation des autres au lieu de construire une identité propre. Sofia, dans son désir d'appartenir et de se sentir aimée, a perdu de vue sa propre valeur et a fini par dépendre de quelqu'un qui n'était pas intéressé à la voir grandir, mais à la maintenir dans un état de dépendance émotionnelle. L'analyse de cette histoire souligne l'importance de l'auto-affirmation dans une relation. Comme le propose Martin Seligman dans ses recherches sur la psychologie positive, il est essentiel qu'une personne soit capable de poser des limites et d'exiger du respect dans ses relations. Sinon, elle devient quelqu'un qui subit passivement le désintérêt et le mépris de ceux qui ne sont pas prêts à la voir comme un égal. Sofia a manqué de cette auto-affirmation et, au lieu de reconnaître ses besoins et ses désirs, elle s'est laissée emporter par la narration que Mathias a imposée à la relation, ce qui l'a conduite à une spirale de douleur et d'auto-évaluation. Bien qu'elle ait réussi à verbaliser ce qu'elle désirait de la relation, sa réaction révèle le véritable caractère du touriste émotionnel, mépris et condescendance. Mathias la voit comme quelqu'un d'inférieur, non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi en termes d'aspiration. La phrase « tu vises trop haut pour le type de femme que tu es » expose le noyau de sa pensée. Dans son esprit, elle n'a jamais été assez précieuse pour mériter une relation réelle et engagée. Le mépris de Mathias est évident, un reflet de ce que de nombreux psychologues appellent la projection narcissique, dans laquelle une personne attribue ses propres limitations ou insécurités à son partenaire. La psychologie clinique suggère que ce type de personnalité utilise souvent les autres pour s'élever, voyant son partenaire comme une seconde option, quelqu'un dont on peut obtenir satisfaction sans rien offrir en retour. La leçon que l'histoire de Sofia nous laisse est claire. Sans respect mutuel, une relation devient une chaîne de subordination et d'abus émotionnels, où une partie profite aux dépens de l'autre. Comme le souligne Gojko Ekea, pour qu'une relation soit saine, les deux personnes doivent être prêtes à reconnaître la valeur de l'autre et à les traiter comme des égaux, pas comme une marchandise émotionnelle. Dans cette histoire, nous pouvons voir un exemple clair d'une relation de pouvoir où l'une des parties, en l'occurrence Mathias, assume le rôle de supérieur tandis que Sofia, notre protagoniste, est reléguée à une position subordonnée. Les relations de pouvoir ne sont pas exclusives au genre. Elles affectent à la fois les hommes et les femmes. Bien que dans de nombreux cas culturels ou historiques, les hommes soient vus traitant les femmes comme des subordonnées, ce type de relation peut se produire dans n'importe quelle configuration. Car en réalité, elles ne sont pas liées à l'identité de genre, mais à la dynamique de pouvoir et de contrôle qui s'établit entre les personnes impliquées. La relation entre Sofia et Mathias est un reflet de cette structure de pouvoir, où l'un assume le rôle de maître et l'autre celui de serviteur. Mathias, en voyant Sofia comme quelqu'un sans suffisamment de valeur pour partager une relation authentique, la place dans une position où ses besoins et désirs n'ont pas de poids réel.
Cela crée un scénario où Sofia devient une extension des attentes et des désirs de Mathias, sans espace pour exprimer ou satisfaire les siens. Dans une véritable relation de couple, les deux doivent sentir que leurs besoins et désirs ont la même valeur, sans hiérarchie ni imposition. La psychologie sociale analyse ces relations de pouvoir et montre comment une personne peut assumer un rôle de supériorité, tandis que l'autre intériorise sa position d'infériorité. Sofia, dans son désir d'être acceptée, est tombée dans une dynamique où elle a permis que sa valeur soit déterminée par la façon dont Mathias la voyait. Cela l'a amenée à s'auto-subordonner, reléguant ses besoins au profit des siens, dans l'espoir qu'en étant bonne et accommodante, elle gagnerait un jour la place qu'elle désirait dans sa vie. En réalité, sa disposition n'a fait que renforcer la perception de Mathias qu'elle était là pour satisfaire ses demandes, non pas en tant qu'égale, mais comme subordonnée. Cette subordination émotionnelle et personnelle a également ses racines dans ce que certains psychologues appellent le syndrome de l'acceptation, où une personne, comme dans le cas de Sofia, désire tant la validation externe qu'elle finit par accepter une position de désavantage émotionnel. Ce besoin d'être accepté et valorisé peut souvent amener quelqu'un à se soumettre à une figure d'autorité qui, au lieu de reconnaître sa valeur, la minimise. Pour Mathias, Sofia est devenue une sorte d'employé émotionnel, quelqu'un dont la fonction était de satisfaire ses caprices et ses besoins et d'attendre un traitement de respect et de réciprocité. Ce concept de relation de pouvoir entre maître et serviteur transcende les dynamiques amoureuses. On l'observe dans d'autres domaines de la vie quotidienne et professionnelle, où une personne peut manipuler ou contrôler émotionnellement une autre, profitant de la disposition de cette dernière à plaire et à être acceptée. Sofia se trouvait piégée dans une structure de pouvoir où son rôle était clair. Elle était là pour servir, pas pour être respectée ou valorisée. C'est fondamental dans l'analyse, car souvent, le prédateur émotionnel profite de ces relations de pouvoir pour satisfaire ses désirs et contrôler, maintenant l'autre personne dans une position émotionnelle vulnérable. Pour sortir d'une telle relation de pouvoir, la personne en position subordonnée doit reconnaître sa valeur intrinsèque et comprendre qu'elle mérite une relation où les deux sont considérés comme égaux. L'histoire de Sofia est un avertissement puissant. Tant qu'elle est restée dans cette relation, son estime de soi et sa perception d'elle-même ont été érodées par la position de pouvoir que Mathias a imposée. Une véritable relation ne peut s'épanouir lorsque l'un assume le rôle de maître et l'autre celui de serviteur. Elle nécessite que les deux parties se voient, se respectent et se valorisent comme des égaux. « Je ne suis l'accessoire de personne », s'exclama une femme de 45 ans, d'une voix qui distillait toute la frustration d'une décennie de mariage durant laquelle elle avait été traitée comme une servante, une subordonnée et non comme une partenaire. Sa déclaration résonna dans chaque coin de la pièce, et ce cri fut le début de sa libération. Pendant des années, elle avait supporté un traitement qui la faisait se sentir moins, reléguée à un rôle de quelqu'un qui n'existait que pour satisfaire les demandes de l'autre. Enfin, ce jour-là, elle libéra toute sa colère accumulée, reconnaissant sa propre valeur. Elle n'était l'accessoire de personne. Et voici le message pour vous. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme, vous devez avoir le pouvoir et le courage de dire « Je ne suis l'accessoire de personne ». Chaque fois que vous vous trouvez dans une relation qui vous fait sentir en second plan, qui ne vous valorise pas, qui vous réduit à un rôle de subordonné, ce cri est une déclaration d'indépendance, une promesse de loyauté envers vous-même. Peu importe la durée de la relation ou le nombre de promesses vides que vous avez entendues. Si quelqu'un ne vous accorde pas la place que vous méritez, vous avez le droit de vous tenir fermement et de rappeler que votre dignité n'est pas en jeu. Je veux maintenant vous poser cette question. Vous êtes-vous déjà senti comme un accessoire dans la vie de quelqu'un? Avez-vous vécu ce que Sofia a vécu, sentant que vous n'étiez qu'un soutien pour les désirs et les besoins d'une autre personne? Si vous êtes actuellement dans une relation similaire, que feriez-vous? Oserais-tu faire ce pas pour retrouver ton indépendance émotionnelle? Es-tu prête à arrêter de mendier de l'affection et à mettre ton amour propre en premier? C'est le moment parfait pour réfléchir et prendre des décisions qui te mèneront à une vie où tu seras le centre de tes choix. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.